Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce hors-série numéro 2 du podcast de savate et d'épée, le podcast 100% arts martiaux français. Et une fois n'est pas coutume, dans cet épisode, nous allons parler des arts martiaux philippins, du kali, de l'eskrima, et attendez, ne lâchez pas tout de suite, je plaisante. Enfin, pas tout à fait, puisque nous allons parler d'un couteau dont l'origine serait issue des Philippines, et dont vous avez déjà entendu parler, le couteau papillon, également appelé balisong. Ah oui, mais alors, quel rapport avec le patrimoine martial français, me direz-vous, puisque les Philippines sont en Asie, et qu'elles ont fait partie de l'Empire espagnol, pas de l'Empire colonial français. Eh bien, je vous laisse le découvrir par vous-même en écoutant cet épisode hors série qui, je pense, va vous surprendre. En avant. Le couteau papillon est l'un des objets tranchants les plus emblématiques et fascinants de l'histoire de la coutellerie mondiale, caractérisé par ses deux branches constituant le manche qui pivote en s'ouvrant et se fermant autour de la lame. Cet outil discret est devenu bien plus qu'un simple couteau. Il est aujourd'hui un symbole culturel, un instrument de sport acrobatique et l'objet d'une passion dévorante pour des milliers de collectionneurs. Son histoire mêle tradition ancestrale, mythologie populaire et relations internationales. Concernant l'étymologie du mot balisong, il trouve son origine dans la langue tagalog, parlée aux Philippines. L'étymologie la plus communément acceptée le décompose en deux termes. Le terme bali, qui signifie briser ou plier, et le terme song, ou songe, qui signifie corne. Cette interprétation fait écho à la forme distinctive du couteau, dont les branches qui constituent le manche évoquent deux cornes qui s'écartent autour d'une lame. Certains linguistes avancent également une autre hypothèse reliant le nom à la ville de Baliwag, dans la province de Bulacan, sur l'île de Luzon, dans l'archipel des Philippines. Cette ville est réputée pour la qualité de sa coutellerie traditionnelle. Cette théorie est moins répandue, mais elle reste plausible d'un point de vue géographique et historique. Le couteau papillon ou balisong dispose également d'un autre surnom, le terme beinte y nueve. Effectivement, dans la tradition philippine, héritée de la période coloniale espagnole, le balisong est fréquemment désigné sous le nom de beinte y nueve, soit 29. Pourquoi en espagnol? Parce que nous l'avons dit en introduction, les Philippines ont fait partie de l'Empire espagnol, et la langue espagnole est encore très présente dans la société philippine. Concernant le surnom en lui-même, il possède deux explications distinctes, toutes deux bien ancrées dans la culture locale. La première explication est purement pratique. Le balisong traditionnel aurait mesuré exactement 29 cm lorsqu'il était déployé, lame et manche ouverts. Cette longueur standard, propre aux modèles artisanaux de la région de Batangas, dans laquelle il était fabriqué initialement, aurait suffi à imposer le chiffre comme surnom générique de l'objet. Deuxième explication, qui relève plutôt de la légende, un habitant de Batangas, que l'on appelle un Batangueño, armé de son seul balisong, aurait affronté et vaincu à lui seul 29 assaillants. L'exploit transmis oralement de génération en génération aurait alors donné son nom au couteau, consacrant à jamais son redoutable potentiel défensif dans l'imaginaire collectif local. Bien qu'invérifiable, cette histoire illustre parfaitement le statut mythique que le balisong occupe dans la culture philippine. En tout cas, je vous l'ai dit, l'origine du balisong est rattachée à l'archipel des Philippines et plus précisément à la province de Batangas sur l'île de Luzon. La ville de Balisong, qui donne son nom à l'outil et qui se situe dans la province de Batangas, est considérée comme le cœur historique de sa fabrication. Les couteliers locaux, que l'on appelait les pandey, c'est-à-dire les forgerons, en langue tagalog, utilisaient des techniques de forge transmises de génération en génération. D'après les légendes philippines, les premiers balisong étaient fabriqués à partir de matériaux de récupération ou de métaux locaux,
avec des manches taillées dans la corne de carabao, c'est-à-dire le buffle d'eau philippin, ou alors dans du bois dur ou de l'os. La région de Batangas est encore aujourd'hui un centre actif de production artisanale du balisong, et la ville du balisong reste un lieu de pèlerinage pour les passionnés du monde entier. Mais avant de devenir un objet de fascination internationale, le balisong était avant tout un outil utilitaire au sein des communautés rurales philippines. Les paysans l'utilisaient pour couper, trancher, désherber et accomplir les innombrables tâches de la vie quotidienne dans les champs de riz et de canne à sucre. De même, les habitants des côtes les utilisaient pour tout ce qui a trait aux activités liées à la pêche. Bien entendu, en tant qu'outil, il pouvait également servir d'arme de défense, la possibilité de l'ouvrir à une seule main, en faisant d'ailleurs un outil pratique dans le cadre d'une situation de stress. Dans de nombreuses communautés philippines, le balisong n'était pas qu'un simple outil. Il était un symbole de virilité et de maturité. Offrir un balisong à un jeune homme lors de son passage à l'âge adulte était un acte chargé de sens, comparable à d'autres rites de passage observés dans les cultures du monde entier. Certains témoignages historiques évoquent également l'usage du balisong dans des rituels ou des danses traditionnelles où la manipulation acrobatique des lames servait à impressionner, divertir ou affirmer une domination symbolique lors de cérémonies. À la présence espagnole succéda l'arrivée des Américains aux Philippines en 1898 après la guerre hispano-américaine. Cette présence marqua un nouveau tournant dans l'histoire du balisong puisque les soldats et marins américains fascinés par cet objet exotique en rapportèrent des exemplaires aux États-Unis. D'ailleurs, un certain monsieur Billing déposa un brevet américain pour la conception et la construction de couteaux papillons en 1907 dans le Connecticut, montrant ainsi que dès le tout début du XXe siècle, le couteau papillon était connu aux États-Unis. La Seconde Guerre mondiale accéléra considérablement ce phénomène. Des milliers de GIs stationnés aux Philippines ramenèrent des balisongs comme souvenir de leur passage dans l'archipel dans le cadre des batailles du Pacifique. C'est ainsi que le couteau papillon fit son entrée dans la culture populaire américaine en même temps que les arts martiaux philippins qui allaient participer à sa diffusion. Les arts martiaux philippins vont connaître aux États-Unis, de même que les arts martiaux chinois et japonais, un développement fulgurant entre les années 50 et 80. Et c'est par le biais de la pop culture américaine qu'ils vont arriver en France, excepté pour le jujutsu et le judo qui avaient déjà un terreau fertile chez nous depuis le tout début du XXe siècle pour le jujutsu et 1930 pour le judo. Le balisong s'est taillé une place de choix dans la culture populaire mondiale grâce au cinéma et à la télévision. Son maniement acrobatique, visuel et impressionnant en a fait un accessoire de prédilection pour les personnages que l'on qualifierait de bad boys, de rebelles et de combattants des rues. Des films emblématiques comme West Side Story de 1961 ont popularisé l'image du couteau papillon, de même que des productions comme John Wick, ou certains animés japonais qui ont remis le balisong sous les projecteurs ces dernières années. À côté de sa pratique martiale et poussée par la culture populaire, une pratique plus artistique du maniement du couteau papillon va se développer. Il s'agit du flipping, qui désigne la manipulation acrobatique du balisong, ouverture et fermeture répétées, rotation, passage d'une main à l'autre, figures complexes et enchaînées. Cette discipline est devenue en quelques décennies un art à part entière avec ses propres codes, sa terminologie spécialisée et ses figures de style. Les figures de base, comme l'aérial ou le chaplin ou encore le reverse, sont aujourd'hui connues de millions de pratiquants à travers le monde. Les flippers, comme on les appelle, ceux qui s'adonnent au flipping, enchaînent des combos de plusieurs dizaines de figures, parfois en rythme avec de la musique, dans des performances qui peuvent durer plusieurs minutes. Et nous sommes loin ici de l'aspect défense. Alors, tout cela est bien beau, mais quel lien avec les arts martiaux français et plus spécifiquement avec le patrimoine martial français, me direz-vous? Eh bien, j'y viens.
La datation précise des origines du balisong fait l'objet de débats entre chercheurs. Certains artefacts retrouvés aux Philippines semblent indiquer, d'après les scientifiques philippins, l'existence de couteaux à manches pivotant dès le IXe siècle, voire avant. D'autres historiens situent l'invention du design caractéristique du balisong entre le XVIe et le XVIIIe siècle, sans pouvoir trancher avec certitude. Mais cela semble relever plus du folklore que de la vérité historique. Effectivement, les dernières recherches effectuées au début des années 2000 laissent apparaître que les premières traces de couteaux papillons aux Philippines remonteraient au début du XIXe siècle ou à la toute fin du XVIIIe siècle. Or, les premiers couteaux que l'on retrouve avec un concept de 2 branches mobiles qui constituent la poignée et qui s'articulent autour de la lame ne sont pas philippins mais européens. On en retrouve en Angleterre, en Allemagne et en Espagne au début du XIXe siècle, et surtout en France à la fin du XVIIIe siècle, avec ce que l'on appelle le pied du roi. Oui, vous m'avez bien entendu, mais ne nous emballons pas tout de suite, prenons le temps de poser tout ça. Bien, reprenons les éléments historiques à notre disposition et ajoutons-y ceux que je ne vous ai pas encore dévoilés. Premièrement, Ferdinand Magellan, explorateur portugais voyageant pour le compte de l'Espagne, se rend aux Philippines en 1521. En 1565, l'archipel est intégré à l'Empire espagnol jusqu'en 1898. Durant le XIXe siècle, les Espagnols durcissent la législation sur les armes blanches et les Philippins se tournent davantage vers le balisong, plus petit, plus discret et plus facile à dissimuler qu'un poignard ou une dague. Et il passe plus pour un outil du quotidien. À leur arrivée en 1898, les États-Unis chassent les Espagnols, lèvent les interdictions sur les armes blanches. Et, durant la Seconde Guerre mondiale, les Philippines sont envahies par les Japonais avant de repasser aux mains des États-Unis à la fin de la guerre. Deuxième élément, le plus vieux couteau de type papillon aujourd'hui connu est le pied du roi, qui date du XVIIIe siècle, au plus tard dans les années 1790-1795. En tout cas, antérieur à la Révolution française, et au passage au système métrique. Le nom pied du roi vient de l'unité de mesure, le pied. Les couteaux pied du roi, que nous pouvons observer au musée de la coutellerie de Thiers, mesurent 1 pied de long, c'est-à-dire 32,5 cm. Les côtes, c'est-à-dire les branches, sont en ivoire et en maille short. Elles sont également graduées pour permettre de prendre une mesure. On sait que les canonniers se servaient de ce couteau pour repérer la hauteur de poudre qu'ils venaient de verser dans les canons, et probablement également pour mesurer les longueurs de mèches à découper, d'où l'utilité d'avoir des poignées graduées. Le couteau pied du roi, qui remonte au XVIIIe siècle, est le plus vieux couteau de type couteau papillon dont nous avons connaissance. Les autres, anglais, espagnols et allemands, remontent au XIXe siècle. Troisièmement, un brevet américain pour la conception et construction des couteaux papillons fut déposé par un certain Billing en 1907 et accordé en 1908 dans le Connecticut. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce brevet avec la mention US Patent 881,294, traduisant le fait que certains industriels ont déjà connaissance de l'existence du balisong aux États-Unis, rapporté par les soldats américains après la guerre hispano-américaine. Il serait donc plus plausible que l'origine du balisong soit française. Des modèles de pied du roi ou des copies fabriqués par les Espagnols auraient voyagé avec eux jusqu'aux Philippines et auraient été adoptés par la population locale qui maîtrisait déjà certains processus de fabrication proto-industrielle. À la fin du XIXe siècle, le balisong était déjà un objet du quotidien dans la région des Batangas, aux Philippines. Ensuite, le départ des Espagnols et l'arrivée des troupes américaines auraient permis la diffusion du couteau papillon aux États-Unis, étant donné le brevet déposé en 1907 dans le Connecticut que nous évoquions tout à l'heure.
La Seconde Guerre mondiale et la présence massive des soldats américains dans l'archipel philippin durant les batailles du Pacifique a permis l'accélération de la diffusion du couteau papillon par le biais des soldats ayant ramené de leur périple un balisong au pays. Et puis, le couteau papillon et le folklore philippin qui est associé nous est ensuite revenu en France dans les années 70 via la pop culture américaine. Mais le couteau papillon n'a jamais réellement disparu en France entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle, puisque l'utilisation d'un couteau papillon est attestée dans certains corps de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Pour vous donner une idée de ce à quoi il ressemblait, je vous invite à consulter la page du fabricant de couteaux Station 9, dont les dirigeants ont réalisé un modèle inspiré des couteaux utilisés par les poilus, les soldats français. Leur modèle s'appelle d'ailleurs le poilu, et c'est une magnifique réalisation qui n'est malheureusement plus disponible à la vente, sauf d'occasion. Ainsi donc, comme le douk-douk évoqué dans le premier épisode hors série, il semble possible de dire que le balisong ou couteau papillon fait lui aussi partie du patrimoine martial français. Même si, pour être honnête, l'apparition des couteaux papillons en Europe et aux Philippines de manière totalement indépendante est aussi une hypothèse envisageable. Mais celle que je viens de vous exposer tient quand même plutôt bien là. Ainsi, l'histoire du balisong est celle d'un objet modeste, un outil de travail rural qui a transcendé sa fonction première pour devenir un phénomène culturel mondial. Je vous encourage à aller consulter la page du musée de la coutellerie de la ville de Thiers pour en savoir plus, voire même à vous y rendre en personne pour apprécier de près le fameux couteau papillon pied du roi, utilisé par nos canonniers d'antan. L'histoire du couteau papillon est un parfait exemple des échanges entre les différentes sociétés à l'aune d'une étude globale de l'histoire. Et même si c'est par le biais de la pop culture américaine qu'il nous est revenu, une fois de plus, nous pouvons être fiers de notre patrimoine martial français.